Bonjour à tous et bienvenue dans le Grand JT des Territoires avec une semaine de retour à la normale dans les cinémas d'abord qui reprennent leurs activités et puis également les sports collectifs qui sont à nouveau autorisés. La France retrouve donc son rythme de croisière. Les enfants, tous les enfants ont donc retrouvé le chemin de l'école. Le président l'avait annoncé, le retour des élèves est maintenant obligatoire dans tout le pays. Les règles sanitaires ont été allégées, mais reste à trouver la bonne organisation. La reprise est plutôt sereine du côté d'Épagny, vous allez le voir, en Haute-Savoie, comme l'ont constaté les équipes de 8 Mont-Blanc sur place. Écoutez les témoignages. C'est un soulagement, c'est aussi pour dire au revoir à l'école, je pense. Il reste que 2 semaines. Donc voilà, c'est plus pour dire au revoir à son maître. L'année prochaine, c'est un changement de classe. Voilà, c'est bien. Je ne suis pas d'accord pour qu'il y ait trop d'enfants dans la classe. Ma fille est aussi. Elle est au CP, elle a 6 ans. Et j'ai peur pour elle aussi, surtout pour elle. C'était bien. Et t'as fait quoi aujourd'hui ? On a fait les chiffres, on a fait les lettres, on a fait les mathématiques. C'est mieux qu'une interruption globale de 6 mois. Et donc non, c'est bien, ils ont besoin de se resociabiliser. On est content pour eux et pour nous. On a vu ce matin en arrivant que c'était bien géré au niveau du flux, au niveau de fermeture de grille entre chaque classe, que tout de suite ils se lavaient les mains au gel. Donc on se dit si ça commence comme ça, c'est qu'à l'intérieur c'est pareil. Donc non, pour l'instant ça. On a fait un peu de cantine. C'était une vite journée. On a fait tout vite, hein. On a fait tout vite. Mais il y a un peu le virus là. Le côté social, on n'en a pas trop manqué, mais il était très heureux de reprendre le chemin de l'école pour voir ses copains de classe. Ouais. En voyant son sac d'école, il m'a réclamé plusieurs fois de vouloir retourner à l'école. Après, c'est pas un fondu d'école, je pense, comme son papa, mais non, je pense qu'il est content, il était content d'y aller, il n'y a pas eu de pleurs, tout s'est bien passé. Dans ce contexte, les sports collectifs ont aussi repris. Les fans de ballon rond peuvent à nouveau rehausser les crampons et pratiquer leur sport, notamment en salle. Les équipes de Via Mirabel se sont rendues à Ogny, en Moselle, dans une salle de five. Le five, c'est le foot à 5. Regardez le reportage. Dans l'armoire depuis de très longues semaines, les crampons des footballeurs amateurs sont désormais de retour sur les terrains. Maillot de Metz ou de l'équipe de France sur le dos, ils étaient nombreux à fouler les pelouses synthétiques du Five de Metz Sud dès la réouverture. Une reprise compliquée pour certains, mais qu'importe. Le plaisir d'être réunis et de pouvoir dribbler après une attente interminable est bel et bien présent. On est tous contents de reprendre, hein. Depuis le temps qu'on attendait ça fait 4 mois qu'on n'a pas touché le ballon, donc ouais, ça fait plaisir. On est impatients, je pense qu'on a un peu perdu en termes techniques, mais physique, le confinement a un peu aidé quand même. Ça devrait aller. On retrouve vite les sensations. Après, on sent quand même que physiquement, c'est difficile. Il fait chaud, on n'a plus l'habitude de courir. Mais bon, voilà, on est venu pour se faire plaisir, pour se retrouver, pour jouer une petite heure en plus sous forme de tournoi. Donc on a le temps de se reposer, donc c'est plutôt agréable. Sport le plus populaire en nombre de licenciés, le football s'est mis en veille depuis l'arrêt des championnats début mars. Alors forcément, du côté de la direction, on est également heureux de pouvoir à nouveau accueillir les joueurs, et ce, en toute sécurité. On a eu un protocole très strict à suivre, donc c'est un petit peu comme partout, vous pouvez le voir. On a dû mettre des distances de sécurité vers la caisse, du gel hydroalcoolique un peu partout dans le centre. On essaye de respecter les distances de sécurité au maximum. Donc les clients, pour l'instant, se plient bien au protocole. On va voir par la suite ce que ça donne. Si le plaisir de retrouver le terrain est avant tout sportif, il est également économique pour les dirigeants des complexes de foot en salle. Après plus de 3 mois sans aucune rentrée d'argent, tous espèrent relancer la machine au plus vite. Voilà, nous allons à présent dans ce grand JT des territoires, dans les Vosges, avec une méthode pour tout désinfecter. Vous savez que c'est important après cette crise sanitaire. Cette méthode est inspirée par les Suisses. Et avec le déconfinement et la réouverture des commerces, la désinfection à l'ozone fait son chemin. C'est une méthode qui a été adaptée depuis 1 mois par une société de nettoyage de Gérardmer. Elle s'appelle Net Service et cela représente déjà la moitié de son activité. Les explications avec nos confrères de Via Vosges sur place. Avec le déconfinement, la désinfection à l'ozone fait son chemin, une méthode très utilisée en Suisse, adoptée depuis 1 mois par une société de nettoyage de Gérardmer, et cela représente déjà la moitié de son activité. Avec la réouverture des restaurants, etc., là cette semaine, la semaine prochaine, on va commencer à faire pas mal de locaux et de commerces sur Gérardmer.
La désinfection à l'ozone, un gaz connu aussi sous le nom de trioxygène, permet de se passer de produits chimiques, mais nocifs pour les organismes vivants. Une fois le générateur posé, il faut quitter la pièce, le temps du traitement. On arrive dans une pièce, on essaye de passer l'appareil ozone au milieu de la pièce afin que les particules puissent aller vraiment partout, c'est-à-dire aussi bien sur les ordinateurs, dans les tiroirs, parce que l'ozone va aussi dans les tiroirs. Comptez 1h30 de traitement pour 70 mètres carrés, suivi d'un temps de pause équivalent et de 30 à 140 € hors taxe le coût du nettoyage selon la surface. Les virus et bactéries n'y résistent pas. L'ozone élimine aussi la poussière, le pollen, les poils d'animaux ou les acariens. Préalablement, l'entreprise a désinfecté les points de contact avec cette fois-ci de l'eau ozonée. En fait, j'appuie juste ici. Ensuite, on ressuie. Et là, c'est 100% désinfecté. On met dans ce petit récipient, on met de l'eau. Dedans, il y a des électrodes diamants, ça s'appelle des électrodes diamants, qui vont transformer donc cette eau-là en eau ozonée. La méthode à l'ozone est certifiée, elle fait ses preuves avec la réouverture des différents commerces. D'ailleurs, pour répondre à la demande, la petite entreprise devrait bientôt passer de 3 à 4 salariés. Voilà, l'été est souvent la saison des mariages, et oui, mais avec le confinement, eh bien, tout a été bousculé, annulé la plupart du temps. Dans l'Aube, c'est même devenu un vrai casse-tête pour les nombreux couples. Certains ont même dû reporter les cérémonies à l'année prochaine. Pour les plus chanceux, toutes les mesures sanitaires doivent être respectées, et donc le port du masque est obligatoire, ce qui n'est pas très romantique, comme le montre ce reportage de Canal 32 sur place dans l'Aube. Sabine devait sceller sa nouvelle union lors de son mariage le 6 juin. Son traiteur s'est déclaré en faillite. Elle a préféré annuler la cérémonie. Grâce aux réseaux sociaux, elle a trouvé d'autres couples qui ont subi la même mésaventure. Elle ne peut pas nous rembourser nos acomptes versés. C'est compliqué, ça fait un sacré trou dans le budget. Donc on est environ une quinzaine de couples à s'être réunis. Et au niveau pénal, ça a été classé sans suite. Donc on a lancé nos protections juridiques qui s'occupent du sujet. Autre sujet de préoccupation, réorganiser le mariage tout en tenant compte du Covid. Sabine se dit chanceuse car elle espère avoir trouvé une solution pour début septembre. On est dehors, des manches debout, des tourets qu'on a récupérés, tout coordonné à nouveau. Et ne serait-ce que ma fille, qui sera mon témoin de mariage, qui travaille à l'hôpital de Strasbourg et qui n'est pas sûre d'avoir son week-end pour mon mariage. Sabine a retrouvé l'envie de choisir un autre traiteur et des solutions alternatives. Quand est-ce que tu te maries ? Ah oui, c'est ça. Ouais. On attend, hein. Oh non, encore cette question-là et j'ai pas de date. Ouais, c'est ça. C'est surtout ça, en fait. Association, salle des fêtes, traiteur, église et maire, ça devient très compliqué. Ingrid devait se marier le 30 mai. Ce jour-là, cette aide-soignante intervenait au service réanimation de l'hôpital de Troyes. Après 1 an et demi de préparation et malgré l'envoi des faits-repart, elle a dû tout annuler, sans nouvelle date en vue. Pour l'année à venir, ça va être très compliqué pour celui qui veut se marier, déjà pour trouver une salle. Celle qu'on avait est malheureusement remplie déjà jusqu'au 31 mai de l'année prochaine. Après, c'est sur liste d'attente. J'ai tellement rêvé ce mariage, la robe, la musique, le gâteau. Puis maman, je veux voir ta robe, je veux voir ta robe. Et d'un seul coup, plus rien. Là, en fait, tout a dégringolé et en fait, j'y crois plus. Dans l'incertitude, et pour ne pas se dire oui avec un masque sur le visage, ce couple a lui aussi annulé son mariage prévu le 1er août. Il a pu, in extremis, réserver une des rares journées restantes pour l'été prochain. J'ai appelé le prêtre pendant mes vacances fin avril et s'il pouvait encore faire des messes, il ne savait pas, du coup il nous a conseillé d'annuler en fait. Les mariés de 2020 avaient déjà tout réservé en 2021. Beaucoup de déceptions. C'est vrai que quand on sera le 1er août, ça fera un petit pincement au cœur. Avec le Covid, on a eu la chance, c'est qu'il restait encore 3 dates de disponibles sur la salle des fêtes. Sinon, on redécalait en 2022, c'était sûr. Oui. Pour les personnes rencontrées, la réorganisation de leur mariage s'accompagne d'un surcoût et reste un événement privilégié. Voilà, et avec la chaleur, vous prendrez bien une bonne glace, mais attention, pas n'importe laquelle, des glaces 100% bio dont le producteur est associé à la revente. C'est l'aventure dans laquelle s'est lancée la famille Morin, vous allez le voir, des agriculteurs basés à Montour, près de Fougères. Ils se sont associés à l'ex-figure politique Arnaud Montebourg. Le nom de la glace, eh bien, c'est la Mémère. Reportage de nos confrères de TVR à Rennes qui l'ont goûté, regardez. L'idée vient de Nicolas.
À 20 ans et un bac pro vente et agricole en poche, il rejoint l'exploitation familiale avec l'envie de diversifier la production. La suite s'enchaîne très vite, la famille contacte Arnaud Montebourg après avoir appris dans la presse qu'il souhaite développer la production de glace française. Le laboratoire, lui, est inauguré le 13 juin. C'est là où tout se passe en fait, c'est où j'élabore mes recettes. Du coup voilà, comme là j'ai préparé du chocolat ce matin. En fait, il monte à 86 degrés, il redescend à 20 degrés en 3 heures, quoi. Ce qui permet d'éliminer tout ce qui est bactéries et de pasteuriser la recette, quoi, je veux dire la préparation. Car ici, au GAEC du Rocher-Nourri, les glaces sont totalement locales. Le lait provient de ce cheptel de 65 vaches et permet la production de 3000 pots par semaine. Et c'est Nicolas, formé par le glacier meilleur ouvrier de France, David Vesmael, qui élabore les parfums. Tout se joue ici. Et c'est vrai que nous, on est sur un objectif de quelque chose de moelleux et de goûteux en même temps. Et donc Nicolas, il regarde. Ensuite, c'est lui qui va prendre l'initiative de dire « je vais goûter ». Il va goûter sa propre glace, comment elle est. Ce qui a surtout donné l'envie à la famille de se lancer, c'est le modèle économique proposé. Les Morins possèdent 51% de la société, Arnaud Montebourg et son associé 49%. Et depuis sa création, la SAS a embauché Déborah en intérim. Mon objectif, c'était de mettre mon territoire en avant. Si j'avais à créer de l'emploi sur l'exploitation ou sur la SAS des glaces du Rocher-Nourri avec mes collaborateurs, c'était de l'emploi local. Durant le confinement, la famille a produit 30 000 pots vendus en grande surface sur le territoire rennais et en région parisienne. Nicolas travaille actuellement sur l'élaboration d'un 6e parfum, une glace caramel au beurre salé. De quoi titiller les papilles de cet été avec le goût de la Bretagne. Une bonne nouvelle dans ce grand JT des territoires et pour toutes les entreprises en difficulté, avec cet exemple dans la Sarthe où nous allons nous rendre maintenant. Enfin, un repreneur pour l'entreprise Arjowiggins, célèbre usine de papier fermée l'année dernière avec 575 salariés qui sont restés sur la paille. L'émotion était donc très forte sur place au moment de la nouvelle. Les équipes de VIA LMTV Sarthe étaient sur place, regardez. C'est la bonne nouvelle que les ex-salariés d'Arjowiggins à Bessay-sur-Bray attendaient depuis plus d'un an. Ce vendredi, le tribunal a autorisé la reprise du site par le groupe canadien Paper Mills Industries. Une nouvelle accueillie avec beaucoup d'émotion pour les ex-salariés réunis devant le site. Un choc, mais dans le bon sens du terme. J'ai dit c'est encore un fake ou quoi, on ne sait pas, parce qu'il y avait plein de bruit et on n'y croyait plus. Et puis là, si ça repart, tant mieux, c'est un second souffle. Je me suis dit, il y a quelqu'un qui lance une rumeur. Et puis après, dans les articles, je voyais que les mandataires étaient cités. Donc là, j'ai dit, personne n'osera faire ça quand même. Donc j'étais estomaquée. D'autres réalisent à peine. Pour moi, c'était fini. Hein. Ça fait drôle même. On avait l'impression que c'était pas vrai, quoi. Car les ex-employés se sont battus jusqu'au bout pour que l'usine continue à vivre. La reprise est synonyme de joie, mais la prudence reste de mise. Le projet de reprise du groupe canadien envisage d'embaucher jusqu'à 240 personnes d'ici 2025. Pour le moment, on sait que ça sera certainement une équipe technique qui va remettre tout ça en route. C'est un gros paquebot à remettre en route. On sait que les salariés sont très très motivés. On le voit un peu partout et puis c'est plein de bonne humeur, quoi. Une reprise qui devenait essentielle pour ce bassin du sud-est sartois, dont l'économie était impactée par cette fermeture. Alors Jacques Lacoche, le maire de Bessay-sur-Bray, a accueilli non sans émotion, mais avec prudence, cette bonne nouvelle, alors que depuis plus d'un an, il se battait pour sauver l'usine. Quand je voyais tous ces gens, vous savez, moi ça m'a pris souvent au cœur et j'avoue que j'ai souvent eu des larmes aux yeux parce que quand je voyais le sort de ces salariés qui ne s'y attendaient pas, je ne pouvais que partager leur détresse, quoi. À ce jour, sur les quelques 700 salariés qui travaillaient dans l'usine d'Arjowiggins, 180 ont retrouvé un CDI. Voilà, un problème peut en cacher un autre. Loin des préoccupations liées au Covid-19, à présent faites attention aux moustiques tigres. À Toulouse, la brigade du tigre, il s'appelle comme ça, composée d'habitants du quartier de Rangueil, a installé des pièges pour lutter contre sa propagation. La brigade du tigre donc veut davantage sensibiliser les personnes à agir en collectif, car la lutte contre le moustique tigre aura un effet si tout le monde s'y met, tout le voisinage adopte les bons gestes, comme ne pas laisser de l'eau stagnante, bien entendu, dans son jardin.
Au niveau de la municipalité de Toulouse, 10 bornes anti-moustiques tigres sont installées dans toute la ville, à proximité des crèches notamment, et peuvent capturer jusqu'à 8000 moustiques femelles par mois. Toutes les explications avec nos confrères de Via Occitanie sur place. Le moustique tigre est bien de retour à Toulouse. Implanté depuis 2010 dans la ville, il est là depuis la mi-avril cette année et la brigade du tigre, composée d'habitants du quartier de Rangueil, a installé les pièges pour lutter contre sa propagation. C'est le piège à larves. C'est un instrument, si on peut dire, un dispositif qui attire les femelles. Les femelles se mettent sur ce petit plongeoir. Elles ont besoin d'un support pour pondre. Elles pondent à peu près 100-200 œufs par ponte. Les œufs éclosent, les larves descendent dans le piège et ne peuvent pas remonter. Ce qui fait qu'à chaque ponte, on élimine 200 œufs. L'année dernière, la brigade du Tigre avait commandé près de 200 pièges pour les personnes qui le souhaitaient. Mais cette année, la brigade veut passer à l'étape supérieure et favoriser les personnes à agir en collectif. Un moustique, quand il pond, ses œufs, le produit de la ponte ne se déplace pas au-delà de 150 mètres. Donc si vous faites quelque chose et pas votre voisin, ça sert à rien. Au niveau de la municipalité de Toulouse, 100 sites prioritaires ont été sélectionnés parmi les parcs, les crèches et écoles pour lutter contre ces nuisibles avec des pièges et notamment l'installation de bornes anti-moustiques. Par le biais d'une bonbonne de CO2 va diffuser des composés qui vont être amenés à attirer la femelle moustique et qui vont la piéger dans un système de soufflerie et d'aspiration qui vont permettre de capter le moustique. Et les effets de cette borne sont positifs. On capture que des femelles, c'est celles qui piquent. Donc on peut arriver jusqu'à 8000 captures mensuelles par borne. Ça peut aller très vite. Donc là sur Toulouse, on est un tout petit peu moins, on n'est pas en Camargue, mais on se rapproche quand même de ce genre de chiffres. 10 bornes anti-moustiques tigres sont installées dans toute la ville à proximité des crèches et d'autres lieux sont étudiés pour les installer prochainement. Voilà, à présent dans ce grand JT des territoires, nous allons nous rendre en Bretagne, du côté de Saint-Brieuc. Certaines plages là-bas sont polluées par l'apparition de microplastiques et l'association Vive à Mort Nature a réalisé des tests. Les résultats font apparaître une pollution importante. Mathilde Kemener pour la chaîne TBO, nos confrères sur place, vous explique ce qui s'est passé. Les plages de la baie de Saint-Brieuc font partie des plus polluées aux microplastiques d'Europe. C'est ce que révèle une étude de l'association Vive à Mort et plus particulièrement dans l'Anse-d'Iffignac et sur cette plage à Ilion. Ici, c'est une des stations où on a le plus de microplastiques en baie. Soit les microplastiques proviennent de dégradation de macrodéchets, soit ils ont été intégrés à l'environnement directement sous cette taille. Donc, par exemple, quand on fait une machine de lessive de vêtements synthétiques, la pêche, l'aquaculture en général, donc multiliculture et autres, avec leurs équipements qui peuvent se dégrader à force d'être utilisés. Tous ces plastiques pourraient se retrouver piégés en quelque sorte dans cette fond de baie. En fait, la morphologie fait qu'on passe en zone abritée et du coup, ça ralentit les courants marins. Donc ça pourrait expliquer une accumulation de microplastiques dans le sédiment. Après les algues vertes, ce pêcheur découvre donc une nouvelle source d'inquiétude, les microplastiques. Ça nous inquiète, ouais. Ça peut être impactant sur les produits qu'on travaille, surtout sur nos bivalves, sur les coquillages qui sont filtreurs. On va surtout parler pour nous de la coquille Saint-Jacques qu'on décortique, avec des taux vraiment qui sont surveillés régulièrement au niveau des analyses. Et c'est vrai que si un jour le microplastique est vraiment impactant sur ces coquillages-là, on ne pourra plus faire notre métier comme on le fait actuellement. Selon l'association Vive à Mort, 80% des microplastiques sont de couleur bleue et noire, ce qui suggère une faible diversité dans les sources de pollution. Elle espère pouvoir poursuivre ses investigations dans les mois à venir. Voilà, c'est un mouvement international qui se porte, comme vous allez le voir, jusque dans les rues de Bastia, en Corse. C'est une marche dont l'objectif est de lever le voile sur les violences et les abus sexuels. La parole se libère là-bas aussi et munie de pancartes, les victimes dénoncent et crient à l'injustice. En tête de cortège, les organisatrices qui ont livré des témoignages bouleversants, vous allez le voir comme le montre ce reportage de nos confrères de Via Paese sur place. On m'a jamais cru! On m'a jamais cru alors que je l'ai dit à toutes mes proches et on m'a jamais cru! C'est magnifique de voir tout ce monde qui est venu nous soutenir. Il y a probablement des victimes qui sont venues, comme des non-victimes, des hommes, des femmes, vraiment de tout âge aussi. On espérait que les gens ils se sentent concernés et en fait c'est le cas, donc ça fait vraiment plaisir.
C'est vrai qu'en Corse, on a toujours été bercé en fait, dans l'idée qu'on ne risquait rien, qu'on était à l'abri, et au final, c'est pas le cas. Et du coup, ça fait du bien d'ouvrir les yeux aux gens, que les gens se rendent compte que non, en Corse, on n'est pas à l'abri, comme nulle part ailleurs. Le but, c'était de briser les tabous et que les gens ils se rendent compte que ici, c'est le pays des valeurs, comme on dit, et en fait, il y a juste des tabous énormes sur des crimes pareils. Quand j'ai vu le hashtag, quand j'ai commencé à voir des jeunes filles de Corse qui ont commencé à parler, je me suis dit qu'il était temps pour moi aussi d'en parler. Ça m'a donné du courage et j'avais surtout une très forte envie de dénoncer ces violences dont moi-même j'ai été victime et dont beaucoup d'autres filles et garçons sont victimes. On n'est pas écoutés, nos plaintes sont souvent classées sans suite. La plupart du temps, voilà, ils se permettent de nous faire des remarques personnels qui n'ont aucun rapport avec ce pourquoi on est venu. On compte pas s'arrêter là. Il faut lever le voile sur tout ça et éduquer les gens très tôt. On prend maintenant la direction des Yvelines, direction d'Avron, le domaine La Bouche du Roi, qui est une ex-winery parisienne et premier domaine professionnel viticole de la plaine de Versailles, qui va inaugurer dès ce week-end des circuits œnologiques. Il sera possible de passer 2 heures dans les vignes, à quelques kilomètres de Paris. Un reportage de Michael Elmidoro pour TV78, la chaîne des Yvelines. Visiter un domaine viticole dans les Yvelines sera désormais possible. La Bouche du Roi, premier professionnel de la plaine de Versailles, va inaugurer des circuits œnologiques à partir du 26 juin. Le site implanté depuis 2017 dans le département proposera 4 à 5 créneaux par semaine. C'était très important pour nous de parler de notre projet et d'allier le tourisme et de pouvoir expliquer notre travail. 2 heures d'immersion où on vous amène dans les vignes en partant du village et où on finit par une dégustation au centre du vignoble avant de vous ramener qui vous permettront au bout de 2 heures d'être rentré dans l'histoire de la Bouche du Roi qui est très riche dans la plaine de Versailles et de connaître vraiment tout sur nos vins. Les visiteurs pourront notamment découvrir les 6 cépages du domaine répartis sur 23 hectares. Les guides présenteront également l'histoire du sol argilo-calcaire et les dernières plantations du mois de juin sur le site. Ce circuit sur cette commune de 340 habitants est apprécié des élus locaux. Je trouve que ça va amener un peu du qualitatif au village et notamment un peu de... Ça peut faire connaître un peu ce village qui est un beau village des Yvelines. Et ça va montrer combien ce département s'est ancré dans la tradition. On est un vieux département agricole, mais aussi dans la modernité, dans l'avenir. Cette découverte coûtera 39 €. Les responsables espèrent attirer cet été entre 50 et 60 personnes par semaine sur ce domaine, qui devrait produire plus de 150 000 bouteilles dès 2024. Voilà, tout au long de cette crise sanitaire, il a été beaucoup question d'EHPAD. Justement, mon invité du Grand JT des Territoires, c'est Antoine Sénanque. Bonjour Antoine Sénanque. Bonjour Cyril Viguier. Alors vous êtes médecin, votre roman touche aux choses essentielles de la vie. Le personnage principal de votre roman est médecin et justement directeur d'un EHPAD. Vous êtes vous-même médecin. Comment avez-vous vécu cette crise du Covid-19 qui a énormément touché les EHPAD ? Mon regard de médecin, c'est un regard qui est empli de tragédie, puisque dans les EHPAD particulièrement, la crise a été absolument tragique. Et c'est vrai qu'il y a quand même vraiment une remise en question et non pas un procès, mais un débat absolument nécessaire à ouvrir sur l'abandon qui a été véritablement vécu par les patients des EHPAD et par les médecins qui y travaillent, dans lesquels on a été laissés. Et c'est vrai que j'ai des amis qui dirigent des EHPAD qui se sont sentis absolument abandonnés. Et ça, je pense que en 2020, en France, là où on a quand même en principe une armature de santé extrêmement solide, c'est pas tolérable. Antoine Sénanque, le titre de votre roman, Que sont nos amis devenus ? Votre personnage principal va essayer dans cet établissement pour personnes âgées de regagner sa vie à lui, de regagner et de revivre autour d'une valeur importante, l'amitié. C'est important l'amitié. Moi, l'amitié, c'est le sujet qui m'inspire le plus. Moi, j'adore l'amitié. C'est la valeur essentielle de ma vie. Et donc, j'ai voulu justement faire un livre sur l'amitié en mettant en contact deux amis comme j'aime les voir. Vous savez, pour moi, il y a 2 types d'amis. Il y a les secouristes, c'est-à-dire les amis sur lesquels on peut compter, et puis les compagnons, c'est-à-dire les amis sur lesquels on ne peut pas compter, mais les amis avec lesquels on s'amuse. Pierre Mourange est entouré d'amis qui vont essayer de
de faciliter sa vie parce qu'il est confronté à des problèmes assez importants. Et en essayant de faciliter sa vie, finalement, ils vont aggraver énormément la situation et tout ça débouche donc sur des situations comiques, drôles et qui, je pense, sont assez détendantes et utiles en ce moment. Dans ces livres que vous faites, Antoine Sénanque, est-ce que ces situations que vous couchez sur le papier viennent de votre métier de neurologue? Car vous êtes neurologue et vous pratiquez la neurologie dans la vie. Est-ce que ça vient de cette exploration du cerveau que vous faites? La neurologie, c'est une spécialité un peu difficile. Vous savez, en 2020, on ne guérit pas de grandes maladies neurologiques. On aide, on suit, on donne des traitements pour les symptômes, mais il n'y a pas pour les grandes maladies neurologiques de guérison possible. Donc je pense qu'un neurologue a aussi besoin, particulièrement parmi toutes les spécialités, eh bien d'ouvrir un petit peu ses perspectives sur des choses joyeuses, amicales et optimistes. Et moi, j'ai besoin de cette écriture et besoin de parler de l'amitié et de l'amour. Voilà, Antoine Sénanque, je conseille votre roman « Que sont nos amis devenus » chez Grasset. Merci d'avoir été l'invité du Grand JT des Territoires. Merci Cyril Viguier. Voilà, merci d'avoir suivi ce Grand JT des Territoires sur les chaînes de télévision locales et régionales de la TNT et sur TV5 Monde. Et on se retrouve bien sûr pour la prochaine édition. Bon courage à tous, au revoir.